Bonjour à tous et bienvenue sur Radio l'Alma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Pour l'émission de cette semaine, nous partons sur le terrain de la réflexion et la recherche autour de la question des inégalités dans la production artistique en France. Alors, les inégalités, il y en a beaucoup, de plusieurs sortes, dans tous les corps de métier dans notre société, autant dans les sphères culturelles et artistiques que dans les autres milieux. Des inégalités liées au salaire, au genre, à l'âge, à l'origine, au type de travail, à l'expérience, à l'accès à l'information. Bref, vous l'aurez compris, nous y sommes plongés à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, nous allons nous centrer sur des notions telles que la réputation, la diffusion, la budgétisation, la concurrence ou encore la valeur donnée à un projet ou à une idée. Certes, il s'agit d'un thème assez complexe, mais nous avons la chance d'être guidés aujourd'hui dans notre réflexion par Daniel Urrutia, qui est professeur en économie et esthétique du théâtre à l'Institut d'études théâtrales de l'Université Sorbonne Nouvelle, spécialisé dans ses recherches sur la socio-économie dans les arts de la scène. Bonjour Daniel, bienvenue à notre émission. Bonjour Alain et bonjour à tous et à toutes. Écoute Daniel, ça me fait très plaisir que tu sois là à l'émission. Ça fait un moment que je voulais échanger avec toi sur n'importe quel sujet. En fait, c'est hyper intéressant toujours de parler avec toi. Donc, tu m'as proposé cette thématique et ça m'a fait clic. C'était vraiment une très bonne idée, je trouve. Donc, je sais pas par où est-ce que tu veux commencer. Comme je disais, c'est assez large en fait les inégalités, mais peut-être qu'on peut commencer par les corrélations ou enfin, je sais pas ce que tu préfères. Je te suis. D'abord, la question, de façon très globale, les inégalités de rémunération en fait, sont plus élevées dans le monde du spectacle vivant, comme aussi dans le monde du cinéma, que dans le reste de l'économie, avec effectivement une part très importante d'artistes et aussi de techniciens qui ont des revenus très faibles, et puis donc en lien avec la renommée, donc ce qu'on peut appeler aussi le star system, un certain nombre d'artistes effectivement qui ont des revenus beaucoup plus confortables. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, mais pourquoi, alors qu'on est dans le monde de l'art, etc., ces inégalités et qu'il y a aussi une distribution de subventions publiques, comment se fait-il que ces inégalités soient aussi accentuées? C'est sans doute en lien avec le repérage, enfin, dans les décisions de programmation, mais aussi de la part des spectateurs, décision d'aller voir un spectacle parmi tant d'autres. C'est se fier à la réputation. Et donc, pour les professionnels, c'est la réputation corporative qui intervient, c'est-à-dire en fonction des informations sur les opérations qui ont déjà été effectuées, les spectacles qui ont été produits, etc., sur la fiabilité aussi de ces personnes, enfin, les retours qu'on a pu avoir sur le développement des compétences de ces personnes. Donc, c'est ce niveau de réputation qui peut susciter une relation de confiance. Et a priori, donc, du côté des programmateurs qui sont sursollicités par une offre très abondante, puisque en fait, pour chaque compagnie, afin de défendre sa visibilité professionnelle, il y a une pression systémique pour créer de nouveaux spectacles, puisque c'est à partir de l'appréciation des spectacles qu'on pourra donc obtenir justement un gain en réputation corporative auprès des professionnels, mais aussi en réputation médiatique avec les avis des journalistes culturels, sachant qu'il y a des journaux nationaux ou certains hebdomadaires qui jouent un rôle de leader. Et donc, historiquement, c'était Le Monde, Libération, Télérama. Je ne suis Ouais. pas sûr que ça ait beaucoup changé depuis. Et donc, la possibilité d'accéder à des moyens de production et de diffusion est étroitement dépendante de ce niveau de réputation corporative et médiatique. Par conséquent, il y a cette pression pour créer de nouveaux spectacles. De même, le système des subventions est assez orienté vers le soutien aux créations, beaucoup plus que sur la diffusion ou la reprise de spectacles, du répertoire. Ouais. Et par conséquent, il y a une offre qui est abondante, qui dépasse largement les capacités de diffusion, enfin, tout au moins des établissements culturels labellisés qui sont subventionnés par l'État. Et les programmateurs doivent choisir dans une offre
surabondante. Et donc, il y a certains, soit on se fie effectivement au travail de veille qu'effectuent les professionnels, donc on va voir des spectacles, etc. Mais aussi on peut se fier à la rumeur professionnelle, c'est-à-dire les opinions des autres. Et ça, c'est la différence entre les pionniers qui font ce travail de veille artistique et qui prennent le risque de soutenir un artiste qui n'est pas forcément encore connu. Mais si l'artiste est reconnu par la suite, là, on est hyper gagnant. Par Ouais. contre, si on se trompe, c'est-à-dire que On perd tout. l'artiste sur lequel on a misé, effectivement, donc là, on passe pour quelqu'un qui manque de discernement et c'est assez désastreux, ça peut être assez désastreux pour la réputation corporative du programmateur. Par conséquent, le suivisme peut être plus rassurant, c'est-à-dire on suit la vie des autres, et ce qui aboutit effectivement à des phénomènes assez problématiques, notamment pour les équipes artistiques qui ne sont pas encore renommées, qui se heurtent à un mur, effectivement, pour pouvoir se reconnaître. Et comme il est vital pour la réputation des programmateurs, au moins de faire croire qu'on est découvreur de nouveaux talents, donc il y a forcément des cases dans toute programmation pour donc accueillir, programmer des spectacles, de nouvelles équipes artistiques. Et par rapport donc cette nécessité systémique pour les programmateurs, donc là aussi c'est la rumeur professionnelle qui va jouer beaucoup parce que effectivement découvrir des jeunes équipes, etc., c'est pas simple. Là, il y a une prise de risque maximale et puis un travail considérable si on veut vraiment couvrir la production de ces jeunes équipes qui sont aussi foisonnantes, enfin, qui ont envie effectivement de se faire connaître. Donc, c'est là que peut se former vraiment une bulle spéculative, c'est-à-dire, enfin, comme à la bourse, c'est-à-dire il y a une équipe artistique qui, tout d'un coup, alors qu'elle galérait auparavant pour faire venir des programmateurs, tout d'un coup, il y a une rumeur professionnelle qui se fait, qui circule, qui dit ah, c'est le spectacle hyper intéressant qu'il faut aller voir. Là, au contraire, sursollicité par les programmateurs qui viennent voir. Et donc, tout d'un coup, on passe dans la cour des grands. C'est-à-dire, alors qu'on galérait pour faire 5 représentations, tout d'un coup, on a 120 dates. Alors, Est-ce que tu penses qu'on pourrait parler d'effets des modes aussi? oui, tout à fait. Qu'il y a genre une période, je sais pas, 5, 10 ans maximum, où cette compagnie, c'est la référence, et Oui, comment ça commence à être vieillu, qu'ils répètent toujours la même chose, oui. c'est vraiment la fenêtre où quelqu'un de nouveau Oui, peut oui, se situer. tout à fait. Il y a ces effets de mode, mais pour ces jeunes compagnies, c'est encore plus brutal. C'est même pas 5 ou 10 ans, c'est le spectacle suivant. Ouais. C'est-à-dire, si le spectacle suivant n'est pas jugé par les professionnels comme suffisamment innovant, etc., les programmateurs vont se détourner assez massivement du soutien de cette compagnie pour choisir une nouvelle compagnie à la mode du moment. Et donc, pour les compagnies émergentes, il y a d'une part donc, cette difficulté à commencer à se faire reconnaître, mais une fois qu'on est reconnu, c'est la difficulté de rester reconnu. Et donc, c'est un problème central, c'est celui de la post-émergence, mais dont le ministère de la Culture est assez conscient, puisque notamment, il y a eu des assises de la jeune création en 2015 et qui ont permis, qui ont notamment généré dans la circulaire de 2016, donc les résidences qui sont soutenues par les établissements culturels labellisés, la possibilité de créer ce qu'on appelle des résidences tremplins, c'est-à-dire pour des équipes qui n'ont jamais été soutenues par les établissements culturels labellisés. Là, il y a une obligation en fait de choisir certaines équipes. Tout à fait. Et j'ai rebondi un petit peu ce que tu disais par rapport aux subventions et toutes les aides budgétaires en fait des gouvernements, tout ça. Oui, Ça devient aussi de plus en plus compliqué, évidemment parce que tu dis de la réputation, la notoriété et les médias qui dirigent pas mal cette avis. Mais je sens, parce que bon, bah, tu sais, je cherche aussi des subventions vis-à-vis des productions qu'on fait chez Alalma, des oui, choses de l'opprimé, parce que bon, tu sais que je travaille aussi de l'opprimé. oui, Et souvent, on se retrouve à une multiplicité des subventions, mais qui sont beaucoup plus ciblées. C'est-à-dire que maintenant, l'artiste, il n'est pas forcément hyper libre de faire une production comme il l'entend. Il faut qu'il rentre dans oui, certains critères, forcément, de travailler forcément, je sais pas, sur telle notion des sociétés, ou sous tel axe, ou sous tel type de dynamique oui, pluridisciplinaire, par exemple, des oui, choses comme oui. ça. Donc, Oui, c'est-à-dire par rapport, enfin, donc, ce qui serait évidemment ce qui est plus rassurant pour l'horizon
de production d'une compagnie, c'est d'avoir une subvention annuelle. Et donc, le top, c'est le conventionnement. Quand, sur 2 à 4 ans, on reçoit une subvention annuelle. Par conséquent, tant qu'on n'a pas la capacité à obtenir cette reconnaissance institutionnelle pour bénéficier d'un conventionnement, si on charge des financements publics, mais c'est un peu la même chose pour le mécénat en passant par des fondations, on doit effectivement donc répondre à des appels à projets et c'est effectivement assez chronophage. Et il faut aussi avoir la capacité d'ingénierie pour trouver l'argumentaire qui va entrer en résonance positive avec aussi les attentes des financeurs. Et donc, c'est un travail administratif qui est très particulier, auquel les artistes ne sont pas forcément très familiarisés, d'où l'importance, effectivement, pour qu'une compagnie puisse se développer, qu'il y ait la constitution d'un binôme artiste-administration. Alors, soit la compagnie a la possibilité de rémunérer un administrateur ou une administratrice, mais ça peut être aussi, et ça s'est beaucoup développé, le recours à des bureaux de production, donc des équipes de professionnels qui sont souvent des femmes, qui sont des jeunes diplômés, etc., et qui mettent au service des compagnies leurs compétences donc complémentaires pour assurer la production, la diffusion, la communication, ou aider à l'administration de la compagnie pour l'accompagner dans la maturation administrative et puis évidemment aussi dialoguer sur les choix artistiques de façon à accompagner le développement de ces compagnies. Et c'est effectivement un problème, c'est-à-dire c'est une compétence particulière et donc avoir du temps disponible et une compétence particulière pour être performant dans les réponses aux appels à projets. Et c'est aussi par rapport à un territoire, les compétences aussi pour pouvoir dialoguer avec les élus des collectivités territoriales et les convaincre de la pertinence du travail qu'on effectue. Donc les spectacles, mais aussi le travail d'action artistique sur le territoire. Et ça correspond à des attentes beaucoup plus partagées par les élus des collectivités territoriales que les critères effectivement, de subventionnement des experts de la DRAC qui se fondent avant tout sur l'appréciation des mérites artistiques et aussi de la capacité à diffuser les spectacles à une échelle nationale et internationale. Après, il y a aussi des dispositifs qui sont lancés. Est-ce que tu as vu comment ça fonctionne, le dispositif Forte, que justement, ça met en relation une compagnie qui doit créer avec le soutien direct d'un établissement, enfin un théâtre, quoi. Et ils doivent construire en fait ce projet ensemble. C'est-à-dire que le théâtre met les moyens, enfin il est soutenu pour justement mettre tous les moyens pour que cette compagnie puisse produire ce spectacle-là. Donc, je pense qu'il y a ce type de système qui commence à sortir un petit peu. Je sais pas si on avait beaucoup comme ça avant. Enfin, actuellement, il y en a pas beaucoup, mais oui, c'est-à-dire pour effectivement limiter ces inégalités dans la diffusion des spectacles ou dans l'accès aux moyens de production, toute compagnie a besoin d'espace, de lieux pour répéter, enfin pour aussi faire ce travail de recherche-expérimentation, pour aussi donc monter les spectacles et pouvoir les diffuser. Par conséquent, il est important qu'il y ait des dispositifs de coopération entre les lieux et les compagnies. Et c'est le principe assez général des résidences d'artistes qui, effectivement, si elles sont d'une certaine durée, si elles sont assez longues et équilibrées, c'est-à-dire que les objectifs de l'équipe artistique et de l'établissement culturel réussissent à se rencontrer, à ce moment-là, il peut y avoir une articulation plutôt positive pour les deux parties entre les temps de création, les temps de diffusion et les temps de rapport au public. Ce qui permet donc à la fois à l'établissement culturel de développer les publics et à la compagnie justement de pouvoir se rendre visible en étant soutenu dans le processus de création et de diffusion. Parce que, effectivement, les inégalités, enfin, d'une part, pour obtenir les moyens de production sont importantes, et aussi pour la diffusion, c'est assez considérable. Donc, j'ai été le responsable scientifique d'une étude sur la diffusion de la danse en France, qui était commandité par l'Office national de la diffusion artistique. C'était un comité de pilotage vraiment professionnel et avec des représentants du ministère, donc qui souhaitaient avoir une vision actualisée
de la diffusion de la danse en France et de ses problèmes. Et donc, en ayant accédé de façon inédite à la base de la SACD, Société des auteurs, compositeurs dramatiques, pour toutes les représentations chorégraphiques qui ont été déclarées entre 2011 et 2015, on a pu mesurer l'importance de ces inégalités. C'est-à-dire que les 1% des spectacles les plus diffusés ont concentré à eux seuls 15% des représentations. Les maîtrises d'œuvre, le 1% des maîtrises d'œuvre les plus diffusées, donc maîtrise d'œuvre, c'est les chorégraphes ou les directeurs de ballet, ils ont concentré à eux seuls, le 1%, 14% des représentations. Et le 1% des structures qui ont le plus diffusé les spectacles de danse, c'était quasiment 20% des représentations. Et parallèlement, on a pu constater que le quart des spectacles qui ont été représentés entre 2011 et 2015 ne l'ont été qu'une seule fois. Puis ensuite, on ne connaît pas ce qui s'est passé. Et ça montre bien, vraiment, ce chiffre montre vraiment l'ampleur très importante des inégalités. Et c'est encore plus accentué pour les auteurs, puisque là, la rémunération des auteurs dépend du droit patrimonial, c'est-à-dire du pourcentage des recettes. Et donc là, on rémunère un capital intellectuel. Et la distribution des revenus et capitaux est bien plus inégalitaire que la distribution des revenus du travail. Et par conséquent, pour les auteurs, les inégalités sont encore plus massives avec, mettons, je pense dans le spectacle vivant, il y a des chiffres qui ont été publiés par la SSCD, mais c'est à peu près sans doute 95% des auteurs qui gagnent moins de 10 000 euros donc, dans l'année. Donc forcément, on est obligé d'avoir une autre activité et un tout petit pourcentage de 2% qui gagnent entre 50 000 et 100 000 euros. Et personne, dans le spectacle vivant, déclare des revenus supérieurs à 100 000 euros. Par contre, dans le cinéma, l'audiovisuel, le numérique, là, il y a 1,5% effectivement d'auteurs qui gagnent plus de 100 000 euros. Ouais. Donc ça, c'est assez révélateur, enfin, c'est assez significatif, effectivement, de ces inégalités de valorisation de la production artistique et en lien donc avec ce repère constitué par la réputation et donc les facteurs qui peuvent influencer la réputation. Et généralement, c'est l'appréciation d'un bon spectacle, jugé bon, effectivement, par les professionnels, qui fait que la cote des équipes artistiques peut décoller. C'est hyper intéressant. Et c'est vrai ce que tu dis par rapport entre le théâtre et par exemple le cinéma, il y a une différence incroyable en fait. Et surtout, je pense que c'est aussi la demande un petit peu des publics. Parce que comme le cinéma, c'est forcément mainstream, enfin, on voit plus facilement, on connaît plus facilement un comédien qui passe là à quelqu'un qui en fait peut faire un spectacle qui cartonne au théâtre, mais c'est dans une salle, dans une ville en particulier, que personne va forcément aller voir tous les soirs. Enfin, c'est assez... Enfin, c'est abysmal, en fait, comme différence. Mais j'ai même envie, là, on arrive à la fin de l'émission, mais j'aurais même envie de te dire qu'on fait une deuxième partie un autre jour. Enfin, c'est vraiment tellement vaste que là, je commence à avoir tellement de choses dans la tête. Ah bah oui. Mais juste pour rebondir sur les spectateurs, c'est-à-dire là, on a beaucoup échangé sur la façon dont les programmateurs construisent leurs décisions, enfin, par rapport à la prise de risque. Mais effectivement, pour les spectateurs, il y a une prise de risque aussi dans le choix d'un spectacle. C'est-à-dire, on essaie d'anticiper la satisfaction en comparant avec le coût enfin, de la place, mais aussi le temps pour se déplacer, pour assister à la représentation. Donc, les spectateurs peuvent se fier, enfin, sauf les spectateurs très assidus, comme toi et moi, par exemple. Mais ceux qui se déplacent occasionnellement, ils vont se fier forcément à la notoriété ou au conseil de leur entourage, le bouche à oreille. Ouais. Et de fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin, on pourrait penser effectivement bon, que la distribution des subventions laisse à désirer, il y a des inégalités, donc pourquoi pas donner le pouvoir de décision aux spectateurs. En fait, je pense qu'il y aurait eu des inégalités encore plus importantes si on laissait jouer les mécanismes du marché à l'état pur, en laissant les spectateurs et les consommateurs donc décider et qu'il n'y ait pas de moyens distribués par l'État et les collectivités publiques pour soutenir quand même des initiatives exigeantes, qui sont un peu innovantes et qui ne vont pas forcément rencontrer un large public immédiatement. Et surtout, enfin, toutes les compagnies émergentes déjà, elles sont mortes parce que quand personne les connaît, personne va décider justement du public. Allez, je vais aller voir le spectacle. Cette compagnie inconnue qui veut faire un spectacle, je sais pas où, bah, forcément non. Et après, juste comme dernière réflexion, je pensais justement à si on donnait le pouvoir au public et tout ça.
Il y a aussi un autre facteur qui me paraît intéressant et que j'entends très très souvent des gens qui sont pas forcément de milieu et qui sont justement, comme tu dis, pas assidus dans aller voir le théâtre, tout ça. C'est que souvent ils disent oui, mais le théâtre c'est cher en fait. Donc le cinéma c'est beaucoup moins Mm. cher. Je préfère payer 10 euros, disons, à payer aller Mm. 15 euros pour le théâtre. Ah ben non, je me fais une petite séance de cinéma à 9-10 euros, c'est bon, c'est plus simple. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher? Bah oui, mais en fait, ils comprennent pas toute la mécanique qu'il y a derrière, tout le Oui. effort qu'il y a derrière, le fait qu'il y a des comédiens qui jouent tous les soirs. Donc, enfin, il y a... En même temps, pour aller voir une comédie musicale ou un concert de rock, ouais, il n'y a pas de Oui, souci pour payer 60 ou 80 euros. C'est-à-dire, c'est une question du consentement à payer en fonction de la satisfaction qu'on pense retirer du spectacle. Et donc, c'est vrai. effectivement, le théâtre est beaucoup moins valorisé, enfin, aux yeux de beaucoup de spectateurs occasionnels que les comédies musicales ou les spectacles d'opéra ou les Ouais. concerts de rock. Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé au concert, mais tu as complètement raison. Tu as Mm. complètement raison. Bon, bah écoute, merci beaucoup. C'est très très sympa. Je t'ai dit, ça me donne envie Mm. même de faire une deuxième partie un jour si tu es dispo et si tu as la foi et l'envie de le faire. Mm. Mais bon, avant de partir, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne ainsi que sur la petite cloche afin que vous soyez avertis de la publication des prochains épisodes, à liker la vidéo, à la partager et à nous laisser vos commentaires. Sur cela, Daniel, je te remercie encore une fois. Merci de m'avoir aussi invité et puis d'avoir eu cette occasion d'échanger devant les auditeurs et auditrices. C'est vraiment avec plaisir. Tu sais que voilà, je tiens beaucoup à ces échanges avec toi. C'est pas très souvent qu'on a l'occasion d'en parler, mais voilà, j'apprécie beaucoup parler avec toi sur plein de sujets. Donc tu reviens quand tu veux. Tu me dis j'ai une idée, on t'attend. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup et à tous ceux qui nous écoutent, une très belle semaine et à bientôt. Au revoir.